Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Enguerrand Charlopin de la société Algotech. Bonjour Bonjour Karim. On va la refaire. Yeah. Bonjour Algotech. Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Bon, je m'y reprends à 2 fois pour faire mon jingle. Bonjour Enguerrand. Bonjour Karim. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Écoute, très très bien. Je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter? Tu le feras beaucoup mieux que ce que je ferai moi. Bien sûr, pas de problème. Donc, Enguerrand Charlopin, moi je suis le directeur commercial de la société Algotech. On développe une technologie no-code pour développer vos applications web et mobiles. Et je suis rentré dans la société il y a 11 ans, maintenant un petit peu plus, en tant que commercial. Et puis, j'ai évolué au sein de la société petit à petit, jusqu'à devenir le product manager de la nouvelle solution Vision. Donc, j'ai participé à la construction avec le directeur technique et à l'évangélisation, les premiers clients sur le marché. Ok, alors ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je t'ai invité sur le podcast, c'est que vous travaillez beaucoup avec le secteur du bâtiment et de l'industrie. On va parler un petit peu de vision. Après, le but, c'est aussi de parler un petit peu des problématiques qu'on rencontre dans ces secteurs-là. Euh, Juste avant ça, peut-être, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience, toi, en tant que commercial aujourd'hui? C'est quoi la vision que tu as sur ce marché on va dire, du logiciel dans le secteur industriel notamment, accessoirement dans le bâtiment, c'est des secteurs qui sont assez proches, mais dans l'industrie principalement, parce que notre audience est avant tout industrielle. Quelle vision tu as aujourd'hui du marché du logiciel dans ce secteur-là? Alors, aujourd'hui, le marché, je trouve qu'il est très porteur puisque historiquement, il était plutôt détenu par des gros éditeurs de logiciels qui ont mis en place leur gros système ERP, notamment dans le monde industriel. Le monde du bâtiment, c'est un petit peu différent. Et du coup, aujourd'hui, avec la démocratisation des pratiques numériques et l'ouverture qu'ont ces gros éditeurs de logiciels vers des systèmes extérieurs, eh bien, on commence à avoir notre place en tant qu'éditeur un peu spécialisé pour proposer des solutions métiers aux collaborateurs qui aujourd'hui fonctionnent beaucoup en silo avec des gros systèmes qui ne sont pas forcément très simples à prendre en main, mais néanmoins très efficaces pour l'entreprise. Donc, le challenge aujourd'hui sur le marché du logiciel, c'est d'arriver à s'intégrer dans les systèmes d'information des clients et de proposer des solutions pertinentes pour les utilisateurs et qu'ils utilisent, quoi. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que la grande tendance de fond, donc, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on intègre les systèmes entre eux plutôt que d'avoir des mastodontes, je ne vais pas citer de nom, mais de grosses machines qui essayent de tout faire et finalement qui bloquent tout le monde et qui ne sont pas en plus souvent très faciles d'utilisation, quoi. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est arriver à réconcilier les directions informatiques des directions métiers. Ouais. Qui, jusqu'à présent, les projets informatiques sont gérés par les directions informatiques et donc les métiers sont moins impliqués, enfin ne sont pas assez impliqués en tout cas. Et aujourd'hui, on voit qu'avec les demandes qu'il y a de plus en plus fortes, on arrive à réconcilier ces deux mondes, le monde métier et le monde IT. Et alors, on touche comment dire, un sujet qui est important et qui nous tient à cœur aussi sur le podcast, c'est celui de comment on abat les silos, en fait, on va dire. Je ne sais pas comment le dire j'allais le dire en anglais, tu sais, à l'américaine, breaking down des silos. Mais c'est un peu ça. Il y a beaucoup de silos. C'est dû au système informatique, mais pas que. C'est aussi dû à tout un tas de process. Euh, Quel est le constat que vous avez fait? Donc, vous lancez un nouveau produit dont on va parler un petit peu, qui s'appelle Vision, qui arrive sur le marché, qui semble prometteur parce qu'il a justement de belles promesses pour les utilisateurs. Mais ce produit, il est né d'un constat. Lequel? Alors, le constat est que les données sont donc en silo, c'est-à-dire que chacun travaille dans son coin sur son logiciel et il y a beaucoup de ressaisie d'informations entre les différents outils. Ça, c'est un point problématique, puisque dès lors qu'on ne fait pas de mise à jour ou on oublie de faire les mises à jour, du coup, les systèmes commencent à devenir de plus en plus obsolètes.
Donc ça, c'est le premier sujet. Après, le deuxième sujet, c'est que, comme on le dit, aujourd'hui, il y a une très forte attente pour avoir accès à de l'information, donc, notamment à travers des outils numériques. Et donc, maintenant, les collaborateurs veulent accéder à l'information et de manière simple. Donc, les gros outils type Google, Microsoft ont réussi à pousser des solutions collaboratives pour la bureautique. Maintenant, il faut arriver à faire un peu pareil pour le monde métier, enfin pour les métiers qui vont traiter des données techniques, par exemple. C'est notre cœur de métier. Et donc là, le constat est que ces données techniques sont encore beaucoup sur le bureau, sur des serveurs, ne sont pas forcément connectées entre elles. Donc voilà, le constat est là. Et maintenant, comment faire pour arriver à réconcilier, à faire converger, c'est un mot assez récurrent dans notre métier, à faire converger les données entre elles pour pouvoir pousser la bonne information au bon moment, une information fiable à la personne qui va faire l'action sur le terrain, par exemple, ou qui va la gérer depuis son bureau. Alors, donc, on a une problématique, c'est ce que j'entends. Bon, la convergence, je comprends bien. Et en plus, on a cette problématique de différents outils avec des outils du coup, qui ont un décalage entre eux en termes de maturité, comme tu disais, de mise à jour. On a une espèce de dette technologique où, en gros, à un moment donné, les choses ne se parlent plus entre elles. Après, une de mes questions, ça sera de savoir si on arrive à résoudre ce problème-là en rajoutant d'autres outils, mais ça, tu vas argumenter, tu vas m'expliquer ça. Justement, ce constat-là que vous avez fait, est-ce que tu as un exemple concret d'une situation que tu as vue dans l'industrie qui illustre cette fragmentation, ce fonctionnement en silo, sans citer de nom, hein, mais peut-être quelque chose que tu as constaté dans une industrie, dans une entreprise que tu as visité ou dans laquelle vous êtes intervenu? Oui, tout à fait. Je pense à un grand gestionnaire d'aéroport avec qui on a fait affaire au tout début. Donc, lui, typiquement, travaille beaucoup avec ce qu'on appelle du shadow IT, c'est-à-dire que les gens métiers font leurs propres outils sur Excel, sur Access, des processus, je dirais, un peu artisanaux d'échange de mails, alors que c'est un grand groupe, ce qui est très étonnant. Et donc là, clairement, voilà, on a une base qui fonctionne sur le bureau d'un des collaborateurs de Alors ça a l'entreprise. eu lieu parce qu'on les a verrouillés, en fait. Ça veut dire qu'on leur avait imposé un outil, une machine, et puis finalement, l'utilisateur, il prend d'autres moyens pour faire ce qu'il a envie de faire plus Voilà, simplement. exactement, c'est ça, c'est ça. On était sur des problématiques très particulières qui étaient liées aux installations électriques. Donc, les experts métiers du client ont développé leur propre outil qui était complètement déconnecté du système d'information. Et donc, à partir du moment où les gens partent à la retraite ou changent de poste, Personne ne maintient le la truc. connaissance se perd Ouais. et la difficulté. Voilà, on est arrivé au moment où l'outil n'était plus maintenable. Et donc, ils nous ont sollicité pour essayer de répondre à cette problématique. D'accord. Alors, tu as quelques convictions quand même, du coup, dans la philosophie. Alors, encore une fois, on va parler un peu de vision, mais juste avant, c'est quoi la conviction ou les convictions qui font que cet outil, on ne retombe pas dans les erreurs du passé et qu'on ne redéveloppe pas encore un énième logiciel qui est neuf. Donc, c'est souvent sexy quand c'est neuf et on a envie d'aller vers du neuf. Et visuellement, j'imagine que c'est aussi plus sympa que d'aller utiliser les vieilles interfaces des années 80. Mais est-ce que ça suffit? Quelle est la conviction que vous avez, vous, par rapport à la manière dont vous développez ces outils, dont vous voulez connecter toutes ces données entre elles et abattre les silos, justement? Tout à fait. Je pense que le plus important, la première chose à voir, c'est de se rapprocher de l'utilisateur final, puisque c'est grâce à lui que le système va tourner et que finalement, je dirais, l'architecture qu'on met en place va être utile. Donc, voilà, l'informatique, c'est avant tout l'utilisateur et la manière dont il appréhende la conduite du changement entre ses anciennes manières de travailler et ses nouvelles manières. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre conviction, c'est de dire qu'il faut que l'utilisateur soit présent dans les projets informatiques dès le début, qu'il puisse donner ses méthodes actuelles, ses idées d'amélioration, et après qu'on essaie de les mettre en musique avec un outil informatique, ce qui est compliqué à faire aujourd'hui avec du code. C'est des projets informatiques qui sont souvent très, très longs et coûteux, et donc on délaisse encore beaucoup trop l'utilisateur final. Ce qui fait que, à la fin, vous avez une application qui n'est pas forcément utilisée ou appréciée par l'utilisateur final. Voilà. Ta recommandation, quand imaginons que j'ai besoin de développer une application pour mon métier, en tout cas spécifique,
Moi, c'est déjà une première question que je me pose. Est-ce qu'on a tout le temps besoin de redévelopper une solution? Imaginons qu'on parte vers une solution comme celle que vous proposez, qui est un peu finalement de faire un peu du sur-mesure, si j'ai bien compris, hein. Euh, la recommandation, c'est d'associer l'utilisateur final. Ça, c'est souvent un vœu pieux au début de tous les projets. Moi, j'ai jamais vu un éditeur informatique ou une SS2I qui arrive et qui dit je veux les mettre de côté. Quel conseil tu peux donner alors peut-être à une DSI ou à un dirigeant, par exemple, d'une boîte industrielle qui a besoin de ce genre de développement? Comment est-ce qu'on fait en sorte de s'assurer tout au long du projet qu'on est bien écouté, que nos utilisateurs sont bien écoutés? Mm. Ça passe par je dirais, la force de l'intégrateur, de persuasion de l'intégrateur qui va réussir à imposer des méthodes de travail qui lui sont propres ou qui sont propres à la technologie qu'il va utiliser. Voilà, après, c'est sûr que là, les dirigeants peuvent faire leur propre choix, mais s'ils arrivent à nous écouter, globalement, ça se passe bien. Donc, l'idée, c'est d'arriver à mettre en place des ateliers de travail avec l'ensemble des parties prenantes du projet. On va évidemment retrouver les utilisateurs finaux, mais on va aussi retrouver des personnes du service informatique qui peuvent être là en tant que juste consultants ou écouter un petit peu l'évolution du projet. Il va forcément y avoir besoin aussi des décideurs, hein, des personnes qui vont prendre des décisions techniques et financières sur le projet. Il faut qu'elles soient autour de la table au moment On monte une vraie équipe de suivi voilà, de on monte une projet équipe. et on travaille aussi avec des sortes d'ateliers, finalement, des ateliers de design ou de travail Ça, avec les utilisateurs finaux, plutôt que de prendre un gros cahier des charges épais comme ça et de exactement. vouloir C'est ma deuxième l'abattre. préconisation, Voilà. tout à fait. Tout à fait. J'ai C'est de ne senti que tu pas allais venir passer six là-dessus. mois Passer Ouais, 6 mois à faire un cahier des charges et le soumettre à un éditeur ou à un intégrateur, aujourd'hui, c'est plus possible temps parce perdu. qu'on Ouais. n'a plus le temps, quoi. On perd beaucoup de temps. Autant spécifier ça ensemble autour de la table. Alors, ça prend plus de temps, c'est sûr, mais ce temps, on le gagne de toute façon Mm. Et grâce aux c'est nouvelles souvent ce qui se technologies passe, qui hein. arrivent. Moi, je connais plein de boîtes qui recrutent un consultant ou un cabinet qui va faire le cahier des charges. Et comme tu le dis, le projet, déjà, là, il prend 6 mois dans les dents parce que le temps d'aller consulter. Et on est en mode, on consulte les besoins de chaque service, un petit peu ce que j'ai vu, mais j'ai plus le sentiment qu'on fait des interviews, des enquêtes papier, et puis répondez à ce que vous voulez dans le futur logiciel. Et puis derrière, Exactement. on pond un cahier des charges qui est imbuvable, quoi, et qu'on envoie aux éditeurs. Et je pense que c'est déplaisant pour tout le monde, pour l'éditeur ou en tout cas la SS2I ou la société l'intégrateur qui va développer. Et c'est aussi désagréable pour nous parce que je n'ai pas connu quelqu'un qui avait pris plaisir à rédiger un cahier des charges. En fait, tu vois. Je ne suis pas Ah, sûr ça, que c'est ça sûr. existe, quoi. C'est Ouais. sûr. Exactement, exactement. Et voilà, dans ces ateliers, on utilise beaucoup la question pourquoi, pourquoi faire, mais pourquoi, est-ce que vous êtes sûr, mais pourquoi? Et ça, généralement, ça aide à vraiment rentrer dans le détail, à Et à creuser le besoin prioriser peut-être les fonctionnalités et, importantes et de à celles qui le prioriser. sont moins, quoi. OK. Exactement, et ça, on pourra en reparler sur le sujet. Donc, le Après. fonctionnement, en tout cas, de développement, déjà, avant de parler technologie, on a une méthodologie qui permet d'associer Exactement. aussi les acteurs, les utilisateurs. Sinon, on ne fait pas de l'UX et on n'est pas en train de réfléchir pour l'utilisateur final Ah, dans l'usine, quoi. tout Et à fait. deuxième chose dont on avait parlé quand on avait préparé un peu notre podcast, tu m'avais parlé de quelque chose qui est une conviction forte chez vous, c'est la notion de convergence ou de continuité. Je ne sais pas quel terme retenir. Est-ce que tu peux m'en Mmh. parler un petit peu? Oui, en fait, j'aime bien prendre l'image de la colonne vertébrale, et d'ailleurs, c'est le nom d'un projet de recherche qu'on mène en parallèle, le Digital Continuity Backbone. L'idée, c'est d'assurer la continuité numérique des données entre les outils et, si on parle de l'humain, entre les personnes au bureau et les personnes sur le terrain. Donc, ça passe par des flux d'échange de données et donc arriver à connecter les systèmes entre eux. Et c'est là où les différences de technologie, comment dire, les dates de mise en service des anciens systèmes peuvent poser problème, hein, puisqu'ils ne sont pas tous ouverts. On parlait aussi des gros systèmes ERP qui n'ont pas forcément d'ouverture. Et Il y a pas aujourd'hui, on voit, concrètement, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de voilà, c'est possibilité ça. d'aller s'accrocher ou d'aller récupérer, d'injecter ou de récupérer de la data. Exactement. Bah, typiquement, vous avez un panel avec une dizaine de logiciels. Il y en a la moitié qui ont plus de 20 ans. Et là, c'est clair qu'il n'y a pas forcément d'API, mais il y a quand même moyen d'échanger des données. Et puis, on a des nouveaux systèmes qui arrivent avec des API. Bon, bah, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à faire converger tout ça? Et donc ça, on y a bien pensé et on a mis en place des outils pour arriver
à cette convergence. Voilà. Donc, une bonne image, c'est vraiment la colonne vertébrale. La donnée va transiter par chez nous et on va la redispatcher, un peu comme ce qu'on appelle un ETL. Bon, c'est une des fonctionnalités de ce que l'on a. ETL, l'abréviation, si tu peux rappeler à l'audience. Alors, c'est une abréviation qui veut dire Extract, Transform, Load. Donc, voilà, on va chercher l'information, on la transforme au besoin et on la charge dans un autre système. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes qui ont pignon sur rue, des logiciels connus. Enfin, je ne vais pas en citer. Enfin, je voulais en citer, mais j'ai oublié le nom. Tu connais des références de ce type de logiciel d'ETL? Oui, par exemple, Talend. Talend, voilà, c'est à lui que je pensais, qui est en partie open source et qui permet de développer ce genre de choses. Ok, donc, alors, quelque chose qui m'intéressait, c'est que vous construisez cette colonne vertébrale avec une approche qui est aussi une approche, on va dire, qui est très tendance en ce moment dans le monde du web. En tout cas, les développeurs et pas mal de gens s'intéressent à ça. C'est ce qu'on appelle le no-code. Tout à fait. Je prends des gants en disant tout ça. Si je dis des bêtises, tu me mets un taquet. Exactement. Qu'est-ce que c'est que le no-code et en quoi c'est quelque chose d'innovant, d'intéressant dans le cadre du développement d'une application pour un industriel, par exemple? Ouais. Alors, le no-code, en fait, notre définition, c'est un langage de programmation visuelle qui va permettre à des non-spécialistes de pouvoir, je dirais, donner vie à des projets numériques type application. Alors, nous, on s'est spécialisé sur les applications métiers, web, mobile. On n'est pas spécialiste dans le site web ou les sites e-commerce. Vraiment des applications spécifiques, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, le no-code, finalement, ça existe depuis la nuit des temps, puisqu'il y a des langages de programmation qui étaient basés sur du visuel, sauf qu'aujourd'hui, grâce aux technologies, on arrive à mettre en place des outils très, j'allais dire, sexy et faciles d'utilisation pour n'importe qui. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est du glisser-déposer. On a une interface où on peut aller construire nos briques et notre application avec des blocs. Exactement. C'est ça, si j'ai bien compris? C'est du dessin, c'est du design. Donc, il va y avoir différents volants pour pouvoir créer une application et notre système, justement, reprend tous ces volants. La modélisation des données. Donc, on va d'abord modéliser ce qu'on va utiliser dans notre application. Ensuite, on va modéliser les processus de travail. Quelles sont les tâches qu'on va devoir accomplir? Ensuite, on va modéliser tout ce qui est connexion des données, donc ce dont on vient de parler, la continuité des données. Et ensuite, on va modéliser l'interface utilisateur qui sera la dernière étape de la création de l'application. On va par strates successives. Exactement, c'est ça. Et après, on va pouvoir pousser ces applications sur un cloud. Donc, nous, on propose notre cloud, mais on permet aussi d'accéder à ces applications depuis des clouds publics ou ses propres serveurs, si on est encore sur des serveurs physiques dans son entreprise. D'accord, mais alors, moi j'ai envie de dire, je vais me mettre dans la position de l'utilisateur ou du gars qui a besoin de son application pour son métier. La façon dont c'est fait, j'ai presque envie de te dire, moi, c'est pas mon sujet, c'est votre sujet à vous et je vous paye pour ça si jamais j'ai besoin de vous. Quel va être l'intérêt justement pour une boîte comme la mienne, une boîte industrielle qui a besoin d'une application, de travailler avec ce genre de technologie par rapport à une solution qui serait développée sur mesure pour moi? Très, très bonne question. En fait, ça part de pas mal de constats. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, même dans les grands groupes et dans les DSI des grands groupes, il y a de moins en moins de disponibilité et de compétences pour développer avec du code. Donc, on a une pénurie de main-d'œuvre sur la partie dev, ça je le confirme, que c'est compliqué de recruter des développeurs aujourd'hui. C'est pas simple, même pour nous. Donc ça, je dirais que c'est un premier constat qui est très important. Voilà, ça contextualise vraiment le sujet. Donc voilà, quand on a besoin de développer son application, bon, comme tu dis, hein, on peut très bien faire appel à une entreprise qui va faire du code. Nous, ce dont on a besoin, c'est le résultat. Sauf que quand on va faire appel à du code, le résultat, on va l'avoir au bout de plusieurs mois, voire années. Avec du no-code, là, on parle d'une réduction de mise sur le marché assez importante, 5 à 10 fois. Hein, on gagne 5 à 10 fois le temps. Donc ça, c'est important. Et l'autre sujet, c'est que le client devient autonome sur l'application qu'on lui livre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire évoluer ses processus, il va pouvoir se créer de nouvelles applications dès lors qu'il a ce système.
alors qu'avant, il avait un système fermé qui devait faire appel à une entreprise dès lors qu'il voulait faire la moindre modification. Donc ça, c'est le vrai changement, c'est le gain d'autonomie. Alors certains clients ne veulent pas se mettre sur les outils, hein. Ils sont intéressés par le no-code parce que ça va plus vite, mais derrière, ils ne veulent pas être autonomes dessus, ils veulent continuer à faire. Mais du coup, ils vont faire à moindre coût, puisque voilà, un maker, ce qu'on appelle un maker no-code, c'est l'équivalent d'un développeur. Bon, ça peut coûter jusqu'à 2 fois moins cher qu'un développeur. Donc, Pas besoin d'aller mettre les mains dans le code et donc il doit juste savoir voilà. bien structurer les briques et les interfaces et bien les dessiner. Exactement, Okay. tout à fait. Tu as des exemples concrets de problèmes que vous avez résolus? Alors, parle-nous un peu de Vision, peut-être, rapidement, pour nous dire un petit peu ce que Oui, c'est. Et puis, est-ce que tu as un exemple d'un industriel qui a tiré profit un peu d'avoir bien travaillé sûr, avec vous sur ce sujet, quoi? tout à fait. Alors, donc, Vision, c'est un outil. Alors, nous, on le présente comme une technologie. Donc, c'est une technologie de développement d'applications métiers, web, mobile et tout ça, donc sans code. Donc, ça se matérialise par un outil qui est le player, qui est donc l'interface utilisateur. C'est à partir de cette interface qu'il va travailler dans les applications. Il y a un studio de développement, donc, qui est aussi en web et qui permet de créer donc, ces applications. Et il y a une plateforme as a service qui permet de diffuser les applications auprès des utilisateurs finaux. Ça, c'est l'outil Vision. Des cas d'usage intéressants qu'on a mis en place. Alors, les tout premiers cas d'usage qu'on a mis en place dans l'industrie spécifiquement étaient très axés autour de la documentation. Encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup même de gros industriels qui travaillent sur des documents papier, qui scannent, qui signent, qui se renvoient par mail, etc. Bon, des pratiques un peu ancestrales. Et par exemple, on a résolu des problématiques chez Coca-Cola, chez leur principal embouteilleur en Afrique, voilà, qui avait besoin de pouvoir faire le lien entre l'équipement et le document. Donc, pour l'équipement, il a une base de données qui est souvent une GMAO, qui va lister l'ensemble des équipements. Et là, il avait besoin de pouvoir y attacher de la documentation technique. Alors, toutes les GMAO permettent d'attacher de la documentation. Mais nous, ce qu'on va apporter en plus, c'est tous les processus autour de cette documentation. C'est-à-dire, dès lors qu'on va vouloir la valider, la signer, la mettre à jour et la versionner, lui associer des propriétés, donc ce qu'on appelle des métadonnées pour les documents. Bon, voilà, nous, on a pris en compte tout ça et on aide le client justement à mieux structurer sa documentation et la relier avec ces équipements que l'on retrouve dans les GMAO. Et un petit plus qu'on apporte avec Vision, qui nous différencie pas mal des autres, c'est qu'on a un outil qui permet de contextualiser l'information, c'est-à-dire la visualiser sur des plans, sur des cartes, sur des unifilaires, pour permettre un meilleur diagnostic aux techniciens. Ça, c'est, je dirais, voilà, ce cas d'usage de transformation numérique de la gestion documentaire. Ça a fait l'objet, sur l'année 2020, voilà, la plupart de nos contrats. Et puis, petit à petit, on a évolué vers d'autres types d'applications. Et là, donc, l'année dernière, on a remporté un très beau marché avec la SNCF et l'entité Gare et Connexion. Là, ils nous ont demandé de les assister dans un projet d'innovation dans le monde du BIM qui consistait à pouvoir synchroniser les données des maquettes numériques des gares avec les SI référentiels, donc l'ensemble des logiciels métiers qui sont les garants de la donnée technique. Et ça, au début, il ne l'avait pas imaginé. D'ailleurs, on va en parler dans pas très longtemps sur le salon BIM World. On a une conférence où on va BIM, expliquer juste un peu les pour effets. notre audience, le BIM, est-ce que tu peux Alors, repréciser ce que ça veut le dire? BIM, là, c'est un peu, on va dans le monde du bâtiment, mais pour le coup, il y a aussi dans le monde industriel, c'est la modélisation des informations du bâtiment. D'accord. Et nous, Building on intervient Information Modelization. Building En anglais. Information Modeling, BIM. OK. exactement. Et nous, on intervient dans la phase exploitation-maintenance. Donc, une fois que les bâtiments sont livrés, qu'on a des maquettes numériques, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc là, j'ai ce cas SNCF, où l'idée, c'est de connecter cette donnée avec les GMAO, les outils de gestion technique du bâtiment, de management énergétique ou bien de gestion patrimoniale. Donc, concrètement, attends, parce que moi, je suis un peu. Ouais. J'y connais rien en BIM. Donc, j'ai construit mon bâtiment, ma gare en l'occurrence.
j'ai ma maquette numérique de ce bâtiment. Donc, c'est une maquette 3D, hein, j'imagine, non? C'est comment C'est ça? ça. Ouais, OK. ouais, ouais. Et là-dessus, par exemple, typiquement, je vais piloter, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais mes capteurs de température, le pilotage de ma clim ou de mon chauffage, les caméras de surveillance, c'est ça que tu veux dire quand tu parles de C'est ça, système exactement. d'information? Exactement, D'accord. c'est-à-dire que quand on va livrer un bâtiment, on va avoir tout un tas d'équipements qui sont associés à la maquette, mais on va aussi avoir besoin des informations qui sont liées aux locaux. Ouais, Les locaux sont essentiels pour pouvoir avoir cette sorte de poupée russe de l'information, hein, d'associer. Les équipements sont dans des locaux, donc c'est ce qui permet de faire le lien. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'aller, par exemple, chercher une donnée, par exemple, fabricant d'une centrale de traitement d'air, et l'envoyer dans l'outil de gestion de maintenance, d'accord. pour OK. éviter d'avoir à faire une ressaisie dans cet Il y a de outil-là. l'information. OK. Mais Voilà, ça veut dire exactement. que dans des applications industrielles, on pourrait imaginer ça sur des jumeaux numériques d'usines ou ce genre de choses, quoi, j'imagine, sur de l'IoT, sur ce genre de technologie? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que avec notre système, on amène la maquette numérique vers un jumeau numérique finalement, qui Mhm. est 3D ou pas d'ailleurs, hein. Ouais, ouais. L'important, c'est vraiment la donnée, l'information. Donc tout à fait, c'est ça. On constitue le jumeau numérique et on permet de le mettre à jour de manière automatisée. D'accord. Et tout ça en no-code avec finalement à la fin enfin, un minimum de compétences en codage nécessaires et quelque chose que je peux internaliser à terme Oui, avec vos traites, quoi. OK. tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un message à faire passer, c'est que l'innovation, c'est bien, mais il faut aussi penser à l'architecture informatique, savoir comment est-ce qu'on va connecter les données. Et sur ce projet, typiquement, c'est peut-être un écueil qu'il y a eu au tout début, avant qu'on rentre dans le jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est rentré dans le jeu. Ils ont identifié qu'il y avait ce problème-là. Et donc, ils ont décidé de passer un marché spécifique D'accord. pour ce Sur la sujet. connexion des données, quoi. Mais je partage, Exactement. alors ça sera une très belle conclusion du coup à notre épisode sur ce que tu viens de citer, sur comment est-ce qu'on partage la donnée avant de réfléchir, en tout cas en même temps qu'on réfléchit au reste et à la structure où est-ce qu'on héberge cette donnée. Enguerrand, je te remercie beaucoup pour ce Merci podcast, Karim. pour cet épisode. C'était très instructif et ça ouvre aussi j'imagine, des possibilités quand on commence à réfléchir à comment on peut appliquer ça. J'espère. Chers auditeurs, merci à toi en tout cas. Chers auditeurs, Merci je vous Karim. remercie de votre présence sur ce live. Vous retrouvez cet épisode évidemment sur le podcast, sur Apple, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. Bref, vous le trouvez un peu partout. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.